Un pilote allemand grimpe dans le cockpit d'un P-51 Mustang américain, cet avion même qui a contribué à anéantir sa propre force aérienne. Mais voici le détail qui change tout. Personne ne l'y oblige. Il s'est porté volontaire. Et cette histoire était tellement explosive qu'elle est restée classée secrète pendant plus de 3 décennies. Ce que vous êtes sur le point d'entendre remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la loyauté, la trahison et le respect professionnel en temps de guerre. Mais avant de plonger dans cette histoire qui a secoué le Pentagone, laissez-moi vous poser une question qui va vous hanter jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous étiez ce pilote prisonnier votre pays en train de s'effondrer et qu'on vous offrait une chance de survivre en servant l'ennemi, que feriez-vous? Gardez cette question en tête. Parce qu'à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi le Pentagone a enterré cette affaire pendant des années et pourquoi elle résonne encore aujourd'hui, avec une puissance troublante. Ceci est l'histoire de Hans Farnelia, et comment une condamnation à mort s'est transformée en un partenariat improbable qui a façonné l'avenir de l'aviation mondiale. Mais d'abord, il faut comprendre le contexte, parce que sans ce contexte, impossible de saisir à quel point cette histoire défie l'imagination. Imaginez l'Allemagne, en décembre 1944. Le Troisième Reich, qui se croyait invincible, s'effondre sous le poids de ses propres ambitions démesurées. La tentative désespérée d'Hitler dans les Ardennes, ce que les Américains appellent la bataille des Ardennes, vient d'échouer de manière spectaculaire. Les villes allemandes brûlent sous les bombes alliées. Le ciel, autrefois dominé par la Luftwaffe, appartient désormais aux Alliés. La Luftwaffe, qui avait terrorisé l'Europe entière au début de la guerre, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les pilotes expérimentés meurent plus vite qu'on ne peut les remplacer. Le carburant manque. Les avions sortent des usines avec des pièces de qualité inférieure, fabriquées par des travailleurs forcés qui sabotent la production quand ils le peuvent. Les jeunes pilotes, à peine sortis de l'entraînement, sont envoyés au combat avec quelques dizaines d'heures de vol et une espérance de vie mesurée en jours, pas en mois. Mais parmi les rangs en déclin de cette force aérienne mourante, il reste encore quelques hommes d'un calibre extraordinaire. Des vétérans qui combattent depuis l'invasion de la Pologne en 1939. Des as qui ont survécu alors que la plupart de leurs camarades sont tombés. Des pilotes dont le nom fait trembler même les aviateurs alliés les plus endurcis. Hans Farnelia était l'un de ces hommes. Né en 1914, il avait rejoint la Luftwaffe au début des années 1930, à une époque où l'Allemagne prétendait encore respecter le traité de Versailles tout en reconstruisant secrètement sa puissance militaire. Farnelia n'était pas seulement un pilote de chasse ordinaire. Non, en 1944, il était devenu le pilote d'essai principal de l'Allemagne, l'homme de confiance pour tester les avions les plus secrets du Reich, y compris le révolutionnaire Messerschmitt Me 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. Farnelia avait volé sur pratiquement tous les avions que l'Allemagne avait produits pendant la guerre. Il connaissait leurs forces, leurs faiblesses, leurs secrets les plus intimes. Il savait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Il comprenait les compromis que les ingénieurs allemands avaient dû faire face aux pénuries de matériaux et aux exigences impossibles d'Hitler. Et par un matin glacial de décembre 1944, sa guerre était sur le point de prendre le tournant le plus inattendu imaginable. Le 14 décembre 1944, Farnelia décolle pour une mission d'essai de routine dans un Messerschmitt Bf 109, le cheval de bataille de la Luftwaffe, depuis la guerre civile espagnole. Mais ce n'est pas une mission de combat. Il teste des modifications, évalue les performances, fait le travail qui maintient la force aérienne allemande en déclin opérationnel. C'est un travail technique, méticuleux, loin du chaos des combats aériens. Puis, tout bascule. Les détails exacts restent classifiés même aujourd'hui, enfouis dans des archives que personne n'a le droit de consulter. Mais nous savons que le moteur a lâché. Peut-être était-ce un sabotage par des travailleurs forcés dans les usines, des hommes et des femmes qui risquaient leur vie pour saboter la machine de guerre nazie. Peut-être était-ce simplement le résultat de matériaux de mauvaise qualité. À la fin de 1944,
l'Allemagne utilisait n'importe quoi pour construire ses avions, y compris des métaux de qualité inférieure dans des composants critiques du moteur. L'acier de haute qualité allait aux chars, aux sous-marins. Les avions devaient se contenter des restes. Et ces restes tuaient autant de pilotes allemands que les canons alliés. Quelle qu'en soit la cause, Farnelia se retrouve soudain en train de planer vers le territoire ennemi avec un moteur mort. Le silence dans le cockpit doit avoir été assourdissant. Plus de rugissement du moteur, juste le sifflement du vent contre la verrière. Chaque seconde qui passe, l'avion perd de l'altitude. Chaque seconde le rapproche d'une décision qui changera sa vie à jamais. Mais ce qui se passe ensuite, personne ne l'avait prévu. Pas même Farnelia lui-même. Voici le premier choix critique, celui qui a tout déclenché. Farnelia aurait pu essayer de planer vers les lignes allemandes. Il aurait pu tenter un atterrissage sur le ventre en territoire ami, ou même sauter en parachute au-dessus de zones contrôlées par la Wehrmacht. C'était la procédure standard. C'était ce que tout pilote aurait fait. Au lieu de cela, il choisit d'atterrir son avion derrière les lignes américaines. Pourquoi? Les dossiers officiels sont encore partiellement classifiés, mais nous pouvons reconstituer le raisonnement. Farnelia a affirmé plus tard qu'il craignait les pertes civiles s'il tentait un atterrissage d'urgence dans une ville ou un village allemand. Les Américains, raisonnait-il, respecteraient au moins la Convention de Genève. Les prisonniers de guerre américains étaient généralement bien traités, tant qu'ils coopéraient. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Farnelia n'a jamais vraiment admis ouvertement. En décembre 1944, tout pilote allemand avec un minimum de lucidité savait que la guerre était perdue. Ce n'était plus qu'une question de temps. Continuer à se battre signifiait mourir pour une cause déjà condamnée. Se rendre aux Américains signifiait survivre. Était-ce du pragmatisme, de la lâcheté, ou simplement l'instinct de survie d'un homme qui avait vu trop de camarades mourir pour rien? La réponse est probablement plus complexe que n'importe laquelle de ces options. Lorsque les forces américaines arrivent sur le site du crash, elles découvrent quelque chose d'extraordinaire. Un avion d'essai allemand presque intact, et dans le cockpit, vivant, l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés de la Luftwaffe. La procédure standard était claire. Les pilotes ennemis devaient être interrogés par les officiers du renseignement, puis expédiés vers des camps de prisonniers de guerre à l'intérieur des États-Unis. L'interrogatoire durait généralement quelques jours tout au plus. Nom, grade, unité, quelques questions sur les mouvements de troupes, puis direction le camp. Mais lorsque les officiers du renseignement réalisent qui ils ont capturé, tout change radicalement. Ce n'était pas juste un autre pilote abattu. C'était le pilote d'essai principal de l'Allemagne, et il connaissait des secrets qui pourraient raccourcir la guerre de plusieurs mois, voire sauver des milliers de vies alliées. Quand le lieutenant-colonel Harold Watson interroge pour la première fois le pilote allemand, il réalise immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple chasseur abattu. Watson lui-même est un pilote d'essai, l'un des plus expérimentés d'Amérique. Il évalue les avions allemands capturés à Wright Field depuis 1943, essayant de comprendre comment la technologie aéronautique allemande se compare aux conceptions américaines. Et voilà qu'assis en face de lui, se trouve peut-être le seul homme vivant qui a réellement piloté tous ces avions allemands que Watson étudie depuis des années. Les plans techniques, c'est bien. Mais les connaissances d'un pilote d'essai qui a volé sur ces machines, qui connaît leur comportement réel, leurs limites, leurs particularités, c'est infiniment plus précieux. L'interrogatoire initial était censé durer 72 heures. Il s'étend sur 21 jours. Watson décrira plus tard ces sessions comme certaines des conversations les plus fascinantes de sa carrière militaire. Voici un pilote allemand qui peut expliquer non seulement comment les avions allemands fonctionnent, mais pourquoi ils sont conçus comme ils le sont. Il peut décrire la pensée derrière la doctrine aéronautique allemande, les compromis que les ingénieurs allemands ont faits, les problèmes qu'ils ont essayé de résoudre. Farnelia parle du Me 262, ce chasseur à réaction révolutionnaire qui aurait pu changer le cours de la guerre si Hitler n'avait pas insisté pour le transformer en bombardier. Il parle du Focke-Wulf FW-190, de ses caractéristiques de maniabilité supérieures au Bf-109.
Il explique pourquoi les Allemands ont privilégié l'armement lourd plutôt que la vitesse dans certains modèles de chasseurs. Mais plus important encore, il parle des faiblesses, les problèmes de production, les pénuries de carburant qui obligeaient les pilotes à limiter leur entraînement, la qualité décroissante des matériaux, le manque de pilotes expérimentés pour former les nouvelles recrues. Et pendant que Farnelia parle, Watson commence à avoir une idée folle, une idée qui violerait tous les protocoles de sécurité, une idée qui, si elle fonctionnait, pourrait changer complètement la façon dont l'Amérique comprend ses propres avions. Watson pose la question à ses supérieurs. Et si, au lieu de simplement interroger Farnelia sur les avions allemands, on le laissait évaluer nos avions? La réponse est immédiate et prévisible. Absolument pas. Les implications en matière de sécurité sont énormes. Les conceptions d'avions américains sont classifiées. Avoir un pilote ennemi volant sur des avions américains violerait tous les protocoles de sécurité dans le livre. Que se passe-t-il s'il s'échappe? Que se passe-t-il s'il mémorise des détails de conception et les communique d'une manière ou d'une autre à l'Allemagne? Que se passe-t-il si cette information tombe entre les mains des Soviétiques après la guerre? Mais Watson insiste. Il fait valoir que la guerre est presque terminée, que les Allemands connaissent déjà les capacités de base des avions américains par l'expérience du combat, que les informations qu'un pilote d'essai allemand expérimenté pourrait fournir sur les forces et les faiblesses perçues des avions américains seraient inestimables pour les futurs développements. Le débat monte jusqu'au Pentagone. Des colonels discutent avec des généraux discutent avec des responsables civils. La sécurité contre le renseignement, le risque contre la récompense. Il faut exactement 23 jours avant qu'une décision ne vienne de Washington. Et cette décision va choquer tout le monde, y compris Farnelia lui-même. Le mémo classifié qui autorise le composant le plus secret de l'opération Lusty atterrit sur le bureau de Watson en février 1945. Les conditions sont extraordinaires, sans précédent dans l'histoire militaire américaine. Premièrement, Farnelia resterait techniquement un prisonnier de guerre, mais serait logé dans des quartiers confortables à Wright Field, plutôt que dans un camp de prisonniers. Pas de baraquements surpeuplés, pas de barbelés, pas de gardes armés à chaque coin de rue. Deuxièmement, il n'aurait accès qu'aux avions que les Allemands avaient déjà rencontrés au combat. Pas de conceptions expérimentales ou de prototypes. Rien qui pourrait révéler des secrets que l'ennemi ne connaissait pas déjà. Troisièmement, chaque vol serait surveillé par des gardes armés et les avions seraient modifiés pour empêcher toute tentative d'évasion. Réservoir de carburant limité, radio désactivée, parcours de vol restreint. Mais la condition la plus importante était celle-ci. Farnelia devait accepter volontairement. Il ne pouvait y avoir aucune coercition, aucune menace, aucune promesse de meilleur traitement. S'il refusait, il serait traité exactement comme n'importe quel autre prisonnier de guerre. Cette dernière condition était cruciale, parce que si Farnelia était forcé, ses évaluations ne vaudraient rien. Un homme sous contrainte dira ce que ses ravisseurs veulent entendre. Mais un homme qui choisit librement de coopérer, par respect professionnel et curiosité intellectuelle, fournira des informations honnêtes et précieuses. Lorsque Watson présente l'offre à Farnelia, la première réaction du pilote allemand est le silence. Pendant près de 10 minutes, il ne dit rien du tout. Imaginez ce moment. Vous êtes Hans Farnelia. Vous avez combattu pour votre pays pendant 5 ans. Vous avez vu des amis mourir. Vous avez vous-même frôlé la mort des dizaines de fois. Vous avez fait votre devoir encore et encore, même quand ce devoir semblait futile. Et maintenant, on vous demande de trahir activement tout ce pour quoi vous avez combattu. Certes, l'Allemagne est en train de perdre. Tout le monde le sait. Mais la guerre n'est pas terminée. Des soldats allemands meurent encore. Des villes allemandes brûlent encore. Et voici les Américains qui vous demandent de les aider à devenir encore meilleurs dans la destruction de votre pays. Mais voici l'autre côté de l'équation. Si vous refusez, vous passerez le reste de la guerre dans un camp de prisonniers. Des années peut-être, enfermés, inutiles, à regarder passer le temps. Et après la guerre, que restera-t-il de l'Allemagne?
Que restera-t-il de l'industrie aéronautique allemande? Quel avenir vous attend? D'un autre côté, si vous acceptez, vous continuerez à faire ce que vous aimez. Piloter, tester, évaluer. Vous volerez sur des avions que vous n'avez vus qu'à travers un viseur de canon. Vous découvrirez les secrets de machines qui ont vaincu votre propre force aérienne. Vous ferez avancer la science du vol, même si c'est pour l'autre camp. Est-ce de la trahison ou est-ce simplement du pragmatisme professionnel? Plus tard, Farnelia décrira ce moment comme l'un des plus difficiles de sa vie. Le poids moral de la décision était écrasant. Mais finalement, le pilote en lui l'emporte sur le soldat. La curiosité l'emporte sur l'idéologie. La passion pour l'aviation l'emporte sur la loyauté politique à un régime qu'il savait condamner. Finalement, Farnelia parle. Mais ses premiers mots ne sont pas une acceptation. Ce sont des conditions. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à cela. Vous êtes un prisonnier de guerre. Votre pays est en train de perdre. Vos ravisseurs vous offrent une certaine liberté en échange de la trahison de tout ce pourquoi vous avez juré de vous battre. Et vous, le prisonnier, vous posez des conditions. L'audace est stupéfiante. Mais elle en dit long sur le caractère de Hans Farnelia et sur la nature extraordinaire de cette situation. Les exigences de Farnelia sont simples mais révélatrices. Premièrement, il ne volera sur aucune mission qui pourrait nuire directement aux forces allemandes. Pas d'escorte de bombardiers, pas de reconnaissance, pas de mission de combat. Uniquement des vols d'essai, purement techniques, sans implications militaires immédiates. Deuxièmement, ses évaluations seront honnêtes et professionnelles. Il ne mentira pas pour faire plaisir à ses ravisseurs. Il ne minimisera pas les faiblesses américaines. Il ne exagérera pas les forces. Il donnera son opinion professionnelle, objectivement, quelles que soient là que les implications. Troisièmement, quand la guerre sera terminée, il veut de l'aide pour immigrer aux États-Unis. Il ne veut pas retourner dans une Allemagne détruite, occupée, sans industrie aéronautique. Il veut continuer à voler, à tester, à contribuer au développement de l'aviation, où que cela puisse être. Ces conditions révèlent un homme qui cherche à préserver son intégrité professionnelle même en trahissant son pays. Un homme qui fait la distinction entre loyauté envers un régime et loyauté envers sa profession. Un homme qui comprend que le nazisme est condamné, mais que la science du vol transcende les frontières politiques. Watson transmet ces conditions à ses supérieurs. Encore une fois, le débat fait rage au Pentagone. Certains généraux sont outrés. Comment un prisonnier ose-t-il poser des conditions? D'autres voient Nabo la sagesse dans les demandes de Farnelia. Un homme qui pose des conditions est un homme qui prend l'accord au sérieux. Un homme qui négocie est un homme qui a l'intention d'honorer sa parole. Après des débats houleux, la décision impossible arrive. Oui, toutes les conditions sont acceptées. Le 15 mars 1945. Wright Field, Ohio. Hans Farnelia traverse le tarmac vers un North American P-51D Mustang, l'avion qui, plus que tout autre, a brisé le dos de la Luftwaffe. L'ironie n'échappe à personne parmi ceux qui regardent. Le P-51 avait été conçu spécifiquement pour escorter les bombardiers américains profondément en territoire allemand. C'étaient des P-51 qui avaient abattu de nombreux camarades de Farnelia. C'étaient des P-51 qui avaient fait des cieux allemands un cimetière pour les pilotes de la Luftwaffe. Et maintenant, un pilote d'essai allemand est sur le point d'évaluer l'arme même qui a contribué à vaincre sa force aérienne. Pour les pilotes américains qui regardent, c'est surréaliste. Certains sont mal à l'aise. Voir un uniforme allemand près d'un P-51 semble contre nature, presque obscène. D'autres sont curieux. Qu'est-ce qu'un as allemand pensera de leur meilleur chasseur? Mais pour Farnelia, marcher vers cet avion, c'est comme s'approcher d'une œuvre d'art. Tout dans le Mustang l'impressionne, à commencer par les équipes au sol qui le préparent pour le vol. L'entretien des avions allemands en 1945 est souvent bâclé, entravé par des pénuries de pièces et du personnel sous-formé. Ici, il voit des équipes au sol américaines qui sont méticuleuses, professionnelles, travaillant avec un équipement propre, bien entretenu,
est manifestement construit pour durer. Il remarque la qualité de la peinture, l'ajustement des panneaux, la propreté du moteur. Ces détails parlent d'une industrie qui n'est pas désespérée, qui n'est pas en train de s'effondrer. Une industrie qui a le luxe de se soucier de la qualité. Farnelia monte dans le cockpit. Les Américains ont fourni un interprète, mais Farnelia parle un anglais correct. Il écoute attentivement les instructions de Watson sur les particularités de l'avion, l'emplacement des instruments, les procédures de démarrage, les caractéristiques de maniement. Puis vient le moment où le moteur Merlin F12 rugit à la vie. Ce son, Farnelia l'a entendu des centaines de fois, mais toujours de l'extérieur, souvent au-dessus du grondement de son propre moteur pendant un combat. Maintenant, pour la première fois, il l'entend de l'intérieur. Le P-51 roule sur la piste. Farnelia sent la puissance sous ses mains. L'avion accélère puis s'envole dans le ciel de l'Ohio. Pour les 2 heures suivantes, Hans Farnelia fait ce qu'il fait de mieux. Il teste. Il évalue. Il pousse l'avion à travers une série de manœuvres, testant sa maniabilité, sa vitesse, sa réactivité. Et à chaque virage, à chaque montée, à chaque piqué, il comprend pourquoi la Luftwaffe a perdu. Quand Farnelia descend du cockpit après 2 heures de vol, les pilotes d'essai américains se rassemblent autour de lui, impatients de connaître son évaluation. Ils veulent savoir ce qu'un as allemand pense de leur meilleur chasseur. La réponse de Farnelia est caractéristiquement directe, mais elle contient des couches de signification que personne ne s'attendait à entendre. Vos ingénieurs ont résolu des problèmes dont nous ne savions même pas qu'ils existaient. Cette phrase simple contient une vérité profonde. Les Allemands avaient conçu leurs chasseurs pour des missions spécifiques, souvent pour des combats de courte durée, des interceptions rapides. Le P-51, par contre, avait été conçu pour l'endurance, pour voler profondément en territoire ennemi et revenir. Mais ce n'était pas seulement la conception, c'était la qualité de construction. Farnelia remarque que tous les contrôles fonctionnent en douceur. Pas de jeu dans le manche, pas de vibrations étranges, pas de bruits inquiétants. L'avion inspire confiance. Il remarque aussi les instruments. Clairs, lisibles, bien organisés. Contrairement au cockpit allemand surchargé, où les instruments semblaient ajoutés au fur et à mesure que de nouveaux besoins apparaissaient, le cockpit du P-51 semble avoir été conçu comme un système intégré. Et puis, il y a le moteur Merlin. Puissant, fiable, produit en quantité massive. Les Allemands avaient des moteurs tout aussi puissants, mais ils ne pouvaient pas les produire en nombre suffisant. Et ceux qu'ils produisaient souffraient de problèmes de qualité croissants. Au cours des semaines suivantes, Farnelia pilotera pratiquement tous les chasseurs américains de première ligne. Le P-47 Thunderbolt, le P-38 Lightning. Même les premières versions du P-80 Shooting Star, le chasseur à réaction américain. Chaque vol est surveillé. Chaque évaluation enregistrée et classifiée. Et ce que Farnelia révèle choque les pilotes d'essai américains encore et encore. Lors de l'évaluation du P-47 Thunderbolt, Farnelia identifie immédiatement pourquoi les pilotes allemands avaient eu tant de mal contre lui. Les chasseurs allemands sont construits pour l'interception à courte portée, explique-t-il à Watson lors d'une longue conversation après le vol. Nous avons supposé que les pilotes américains se battraient de la même manière. Entrer, frapper, sortir. Mais vous avez construit des avions pour l'endurance, pour de longues missions profondément en territoire ennemi. Vos pilotes peuvent rester et se battre quand nos pilotes doivent retourner à la base. C'est une révélation simple, mais profonde. Les Allemands avaient conçu leur tactique autour de leurs propres contraintes, puis avaient supposé que l'ennemi partageait ces mêmes contraintes. Les Américains, avec leur énorme capacité de production et leurs ressources apparemment illimitées, avaient construit des avions qui pouvaient rester dans les airs pendant des heures, escortant des bombardiers jusqu'à Berlin et retour. Pour un pilote allemand à court de carburant après 90 minutes de vol, c'était terrifiant. Vous deviez choisir vos combats avec soin, parce que vous n'aviez pas le luxe de rester et de vous battre. Les Américains, eux,
pouvaient s'engager, se désengager, puis revenir pour un autre passage. Mais ce que Farnelia révèle ensuite est encore plus important. Vous ne construisez pas seulement de meilleurs avions, dit-il à Watson après un mois de vol d'essai. Vous construisez les avions mieux, l'attention aux détails, la cohérence de la production. C'est pour cela que vous gagnez la guerre. C'est le cœur du problème. L'Allemagne avait des ingénieurs brillants qui concevaient des avions innovants. Mais l'industrie allemande, sous la pression des bombardements constants, des pénuries de matériaux et de la main-d'œuvre forcée, ne pouvait pas maintenir des normes de qualité cohérentes. Les pilotes d'essai américains commencent à comprendre les forces de leurs propres avions d'une manière qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Voir leurs machines à travers les yeux d'un ennemi qui avait essayé de les vaincre leur donne une perspective entièrement nouvelle. Mais ils commencent aussi à comprendre les faiblesses allemandes qui avaient été invisibles du côté américain, les compromis que les Allemands devaient en faire, les limitations qu'ils vivaient avec, les problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Et tout cela grâce à un homme qui avait choisi le professionnalisme plutôt que le patriotisme, la vérité plutôt que la loyauté aveugle. Ce que le Pentagone a gardé secret pendant 33 ans va vous choquer. La panne moteur de Farnelia n'était pas un accident. Les dossiers d'entretien déclassifiés de la Luftwaffe de 1978 révèlent qu'il a délibérément saboté son propre avion. Ce n'était pas une capture, c'était une défection calculée. Et les Américains le savaient depuis le premier jour. Laissez cette information couler. Farnelia n'était pas simplement un prisonnier de guerre qui avait accepté de coopérer. C'était un transfuge qui avait planifié sa sortie, qui avait choisi le moment et le lieu, qui avait délibérément mis son avion hors service pour avoir une excuse pour atterrir en territoire ennemi. Les Américains le savaient-ils depuis le début? Probablement. Les officiers du renseignement ne sont pas stupides. La façon dont Farnelia a géré son atterrissage forcé, la façon dont il s'est rendu sans résistance, la façon dont il a immédiatement coopéré, tout cela suggérait un homme qui avait pris sa décision bien avant que son moteur ne tombe en panne. Mais ils ont gardé ce secret, parce que publiquement reconnaître que Farnelia était un transfuge aurait créé des complications. Cela aurait soulevé des questions sur l'authenticité de ces informations. Cela aurait pu encourager d'autres Allemands à essayer la même chose, créant potentiellement un cauchemar de sécurité. Alors ils ont maintenu la fiction. Pilote allemand capturé, coopération volontaire, arrangement mutuellement bénéfique. Mais la vérité était plus complexe et plus fascinante. Le 8 mai 1945, l'Allemagne se rend officiellement. La guerre en Europe est terminée. Pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un jour de célébration, de soulagement, de larmes de joie. Les soldats pourront rentrer chez eux. Les villes pourront commencer à se reconstruire. Les familles pourront commencer à guérir. Mais pour Hans Farnelia, assis dans ses quartiers à Wright Field, ce jour apporte une anxiété nouvelle et inattendue. Parce que maintenant, la question qu'il avait évitée pendant des mois lui fait face directement. Qui est-il maintenant? Qu'est-il maintenant? Il n'est plus un pilote de la Luftwaffe, parce que la Luftwaffe n'existe plus. Il n'est plus techniquement un prisonnier de guerre, parce qu'il n'y a plus de guerre. Il est un homme sans pays, sans identité claire, sans avenir certain. L'Allemagne est occupée, divisée entre les puissances alliées. Son industrie aéronautique est complètement démantelée, interdite par les termes de la capitulation. Les meilleurs ingénieurs et pilotes allemands sont dispersés, certains arrêtés pour crimes de guerre, d'autres simplement perdus dans le chaos de l'après-guerre. Watson trouve Farnelia ce jour-là, regardant par la fenêtre vers le terrain d'aviation. Les deux hommes, qui sont devenus quelque chose qui ressemble à des amis au cours des derniers mois, restent en silence pendant un moment. « Qu'allez-vous faire maintenant » demande Watson finalement. Farnelia ne répond pas immédiatement. Puis, lentement, il dit « Je ne sais pas si j'ai encore un choix. » Mais Watson a déjà réfléchi à cette question. Parce que les Américains ont un problème nouveau, un problème que personne n'avait vraiment anticipé pendant les combats. Avec la défaite de l'Allemagne, l'alliance entre l'Amérique et l'Union soviétique
commence déjà à se fissurer. Les tensions qui avaient été mises de côté pour vaincre Hitler refont surface avec une urgence nouvelle. À Yalta et Potsdam, les leaders alliés se disputent sur l'avenir de l'Europe. Churchill parle déjà d'un rideau de fer descendant sur le continent. Les militaires américains commencent à penser au futur conflit, et ils réalisent qu'ils ont besoin de comprendre non seulement la technologie aéronautique allemande, mais aussi les capacités soviétiques. Et qui mieux que Hans Farnelia pour les aider? Farnelia avait volé contre des avions soviétiques sur le front de l'Est. Il comprenait les développements aéronautiques d'Europe de l'Est. Il connaissait les forces et les faiblesses des conceptions soviétiques. Plus important encore, il avait prouvé qu'il était digne de confiance, professionnel et capable de fournir des évaluations objectives. La valeur de Farnelia pour l'armée américaine n'était pas en train de diminuer avec la fin de la guerre. Elle augmentait. Les débats au Pentagone reprennent. Certains officiers s'opposent vigoureusement à l'idée de donner à un ancien ennemi un poste sensible dans l'establishment de défense américain. Comment pouvons-nous faire confiance à cet homme? Demande-t-il. Comment savons-nous qu'il ne nous trahira pas comme il a trahi l'Allemagne? Mais Watson et d'autres qui ont travaillé avec Farnelia argumentent passionnément pour cette nomination. Cet homme a des compétences dont nous avons besoin, écrit Watson à ses supérieurs. Plus que cela, il a prouvé son intégrité et sa valeur. Nous serions fous de le renvoyer. Watson fait valoir un point crucial. La trahison de Farnelia n'était pas motivée par la cupidité, la lâcheté ou l'opportunisme. C'était une décision basée sur des principes professionnels et une compréhension que le nazisme était moralement indéfendable. Un homme qui trahit le mal n'est pas un traître, c'est un homme de conscience. De plus, Farnelia n'a jamais cherché à cacher ce qu'il faisait. Il a été transparent sur ses motivations, ses limites, ses conditions. C'est le genre d'homme en qui on peut avoir confiance, précisément parce qu'il est honnête sur ses propres intérêts. Les débats se poursuivent pendant des mois. Pendant ce temps, Farnelia continue à vivre dans une sorte de limbe bureaucratique à Wright Field, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Finalement, en décembre 1945, exactement un an après sa capture, Hans Farnelia reçoit une offre qui aurait semblé impossible quelques mois auparavant. Un poste permanent en tant que pilote d'essai civil avec l'armée de l'air des États-Unis. L'offre vient avec un contrat, un salaire et le chemin vers la citoyenneté américaine. Ce n'est pas une position militaire. Il ne portera pas d'uniforme, il ne prêtera pas serment d'allégeance à l'armée. Mais c'est un travail réel, un avenir réel, une chance de continuer à faire ce qu'il aime. La réponse de Farnelia est immédiate. Oui. Mais cette réponse simple cache des émotions complexes. Farnelia sait qu'en acceptant, il tourne définitivement le dos à son passé. Il ne sera jamais un héros en Allemagne. Beaucoup le considéreront comme un traître. Certains de ses anciens camarades refuseront de lui parler s'ils apprennent ce qu'il a fait. Mais il sait aussi qu'il fait le bon choix. L'Allemagne qu'il connaissait n'existe plus. Le pays qui émerge des ruines de la guerre sera différent, et il n'est pas certain d'y avoir sa place. Ici, en Amérique, il peut continuer à contribuer au développement de l'aviation, à la science du vol qui transcende les frontières nationales. Et puis il y a quelque chose de plus, quelque chose que Farnelia n'admet jamais ouvertement, mais que Watson perçoit dans leur conversation. Une sorte de soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à servir un régime qu'il n'avait jamais vraiment soutenu. Le soulagement de pouvoir voler pour l'amour du vol, sans l'ombre de l'idéologie nazie. Hans Farnelia travaille pour l'armée de l'air américaine jusqu'en 1950. 5 années durant lesquelles son impact dépasse largement ce que quiconque aurait pu imaginer. L'intelligence qu'il fournit sur la technologie aéronautique allemande aide les concepteurs américains à comprendre des principes qui influencent le développement d'avions pendant des décennies. Les ailes en flèche, la dynamique des jets à haute vitesse, les systèmes d'armes intégrés. Tous ces domaines bénéficient de ces connaissances. Mais plus important encore, ces analyses des tactiques de combat sont incorporées dans les programmes de formation qui préparent les pilotes américains aux défis qu'ils affronteront en Corée, au Vietnam
Et au-delà, Farnelia ne se contente pas de parler. Il continue à voler, à tester les nouveaux avions américains au fur et à mesure qu'ils sortent des chaînes de production. Il évalue les premiers jets américains, les compare aux conceptions allemandes qu'il connaît, identifie les forces et les faiblesses. Et au cours de ces 5 années, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pilotes américains qui travaillent avec lui oublient progressivement qu'il était autrefois l'ennemi. Il devient simplement Hans, le pilote d'essai allemand, avec l'accent marqué et l'œil incroyablement précis pour les détails aéronautiques. Des amitiés se forment, des liens professionnels se créent, des respects mutuels se développent. Les barrières qui semblaient insurmontables en 1945 s'effritent progressivement. Watson et Farnelia deviennent particulièrement proches. Ils passent des heures à discuter non seulement de la performance des avions, mais de la philosophie des essais en vol, de l'avenir de l'aviation, même de leurs espoirs pour le monde d'après-guerre. J'avais été préparé à traiter avec un fanatique nazi, rappelle Watson plus tard dans ses écrits. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler avec un professionnel consommé qui abordait chaque vol avec la même dévotion que j'essayais d'apporter à mon propre travail. Pour Farnelia, c'est également une révélation. La propagande nazie avait dépeint les Américains comme mousses, indisciplinés, des soldats inférieurs. Mais les pilotes et ingénieurs avec lesquels il travaille à Wright Field ne sont manifestement ni mous ni indisciplinés. On m'avait dit que les Américains étaient techniquement inférieurs, écrit Farnelia dans ses mémoires d'après-guerre. Mais les avions que j'ai pilotés, les instruments que j'ai utilisés, l'ingénierie que j'ai vue, tout était supérieur à ce que j'avais connu en Allemagne. C'était une expérience humiliante. Voici la bombe que le Pentagone a enterrée pendant 3 décennies. L'information était si sensible qu'elle a été classée au-dessus du top secret. Le programme Farnelia n'était pas seulement une question d'un seul pilote allemand. C'était le modèle pour l'opération Paperclip, et il impliquait plus de 200 experts allemands en aviation. Farnelia n'était que le cas test. Pendant que Farnelia volait à Wright Field, les officiers du renseignement américain parcouraient l'Allemagne occupée, identifiant les scientifiques, ingénieurs et pilotes allemands qui pourraient être précieux pour l'effort de défense américain. Ils cherchèrent des hommes avec des compétences rares, des connaissances spécialisées et, surtout, pas d'antécédents de crimes de guerre. Le succès de Farnelia avait prouvé que d'anciens ennemis pouvaient devenir des collaborateurs précieux. Son professionnalisme, son intégrité et la qualité de ses contributions avaient convaincu même les sceptiques les plus acharnés que ce type de recrutement était non seulement possible, mais souhaitable. L'opération Paperclip, qui est souvent rappelée pour des figures controversées, comme le scientifique des fusées Werner von Braun, comprenait également des dizaines de spécialistes de l'aviation comme Farnelia. Ces hommes ont apporté avec eux des décennies de connaissances accumulées, des perspectives uniques sur la conception aéronautique et une compréhension des principes qui allaient de façonner l'aviation de l'ère des jets. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi garder l'histoire de Farnelia classifiée pendant 33 ans? Plusieurs raisons. D'abord, l'intelligence technique qu'il avait fournie restait classifiée pendant des décennies. Révéler son rôle aurait pu révéler les capacités et les vulnérabilités américaines. Deuxièmement, pendant la guerre froide, admettre publiquement que l'Amérique avait recruté des centaines d'anciens ennemis allemands aurait été politiquement délicat. Les Soviétiques l'auraient utilisé pour de la propagande. Les alliés européens auraient pu être offensés. Troisièmement, et peut-être le plus important, l'histoire de Farnelia défiait les récits confortables sur le bien et le mal, la loyauté et la trahison. Elle suggérait que les choses étaient tant plus complexes que les simples catégories de nous contre eux. En 1950, Hans Farnelia prend la décision de retourner en Allemagne. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas heureux en Amérique. Au contraire, il a trouvé ici une communauté, un respect professionnel et une qualité de vie qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais l'Allemagne se reconstruit, et il sent qu'il peut contribuer à cette reconstruction. L'industrie aéronautique allemande, bien qu'interdite de développer des avions militaires, commence à renaître dans le secteur civil.
Il y a un besoin de pilotes d'essai expérimentés, d'ingénieurs qui comprennent les principes de la conception moderne d'avions. Watson est déçu de voir partir son ami, mais il comprend. Les deux hommes resteront en contact pour le reste de leur vie, s'écrivant régulièrement, se visitant occasionnellement quand les circonstances le permettent. Avant de partir, Farnelia fait une dernière chose. Il rédige un rapport détaillé de ses 5 années avec l'armée de l'air américaine, documentant tout ce qu'il a appris, toutes les leçons qu'il pense importantes pour les futurs concepteurs d'avions et pilotes d'essai. Ce rapport, classifié pendant des décennies, est maintenant considéré comme l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'aviation d'après-guerre. De retour en Allemagne, Farnelia continue à travailler comme pilote d'essai et consultante en aviation jusque dans les années 1970. Il vole sur pratiquement tous les avions majeurs développés dans l'ère d'après-guerre, des deux côtés du rideau de fer. Il devient une légende dans les cercles de l'aviation, respecté pour son expertise, son professionnalisme et son approche sans compromis des essais en vol. Les jeunes pilotes cherchent ses conseils. Les ingénieurs écoutent ses évaluations avec attention. Mais il ne parle jamais publiquement de ses années en Amérique pendant la guerre. Ce secret reste enterré dans les archives classifiées, connues seulement d'une poignée de personnes. En 1978, exactement 33 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dossiers sur le service de Hans Farnelia avec l'armée de l'air américaine sont finalement déclassifiés. L'une des histoires de prisonniers de guerre les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale sort enfin à la lumière. La réaction est complexe et révélatrice. En Allemagne, certains saluent Farnelia comme un homme qui a eu le courage de reconnaître que le nazisme était mal et d'agir en conséquence. D'autres le condamnent comme un traître qui a trahi son pays dans son heure de besoin. En Amérique, l'histoire est généralement vue comme un exemple positif de la façon dont d'anciens ennemis peuvent travailler ensemble. Elle s'inscrit dans le récit plus large de l'opération Paperclip et de la reconstruction d'après-guerre de l'Allemagne. Mais les réactions les plus intéressantes viennent de la communauté aéronautique internationale. Les pilotes, ingénieurs et historiens de l'aviation voient dans l'histoire de Farnelia quelque chose de plus profond qu'une simple histoire de guerre. Ils y voient un exemple de la façon dont la compétence professionnelle et l'intégrité personnelle peuvent transcender les frontières nationales et les idéologies politiques. Ils y voient la preuve que, même au milieu des conflits les plus destructeurs, il y a des individus capables de reconnaître des intérêts partagés et un terrain d'entente. L'histoire de Hans Farnelia soulève des questions qui résonnent bien au-delà de l'histoire militaire. Était-il un traître? Selon la définition stricte, oui. Il a trahi son pays, en aidant activement l'ennemi pendant la guerre. Mais le contexte complique cette définition simple. Il trahissait un régime nazi qu'il n'avait jamais vraiment soutenu. Il aidait à vaincre une idéologie basée sur le génocide et la conquête. Il choisissait le professionnalisme et la vérité plutôt que la loyauté aveugle à un État criminel. Dans ce contexte, était-ce vraiment de la trahison? Ou était-ce un acte de conscience? Considérez ce que les deux côtés ont gagné de cet arrangement. Les Américains ont obtenu une intelligence inestimable sur la technologie et les tactiques aéronautiques allemandes. Mais ils ont également obtenu quelque chose de plus précieux, une compréhension plus profonde de leurs propres capacités d'avion, vues à travers les yeux de quelqu'un qui avait essayé de les vaincre. Farnelia a également gagné quelque chose. Il a eu la chance de survivre à la guerre et de construire une nouvelle carrière dans le monde d'après-guerre. Mais plus que cela, il a eu la possibilité de continuer à faire ce qu'il aimait, tester des avions et faire avancer la science du vol, plutôt que de pourrir dans un camp de prisonniers de guerre. La leçon la plus importante de cette histoire est peut-être que même dans les conflits les plus polarisés, il y a généralement des individus des deux côtés qui peuvent reconnaître des intérêts partagés et un terrain d'entente. Watson, qui est resté ami avec Farnelia jusqu'à la mort du pilote allemand en 1997, l'a exprimé différemment. Hans nous a montré que la compétence professionnelle et l'intégrité personnelle transcendent les frontières nationales, a écrit Watson dans un éloge funèbre publié dans un journal de l'aviation. Même au milieu de la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine,
Il était possible pour d'anciens ennemis de travailler ensemble vers des objectifs communs. Aujourd'hui, Hans Farnelia est commémoré dans les musées de l'aviation des deux côtés de l'Atlantique. En Allemagne, il est honoré comme l'un des plus grands pilotes d'essai du XXe siècle. Un homme qui a contribué à reconstruire l'industrie aéronautique allemande après la guerre. Aux États-Unis, il est rappelé comme un contributeur précieux au développement de l'aviation américaine pendant les années critiques du début de la guerre froide. Son nom apparaît dans les histoires de Wright Field, dans les documents sur les premiers jets américains, dans les analyses des tactiques de combat aérien. Mais peut-être que son héritage le plus important n'est pas technique. C'est le rappel que l'histoire est rarement aussi simple que nous aimerions qu'elle soit. Que les êtres humains réels sont plus complexes que les catégories que nous utilisons pour les diviser. Que la compétence professionnelle, l'intégrité personnelle et l'expertise partagée peuvent créer des liens qui transcendent les frontières politiques. Dans un monde qui semble souvent divisé par des différences insurmontables, l'histoire de Hans Farnelia offre un espoir que le respect professionnel et la décence humaine peuvent parfois triompher des forces qui cherchent à nous diviser. Mais cela nous laisse avec une question qui résonne encore aujourd'hui, des décennies après les événements. Si vous étiez dans la position de Farnelia, capturé, votre pays en train de perdre, offrant une chance d'utiliser vos compétences pour d'anciens ennemis, que feriez-vous? C'est une question facile à répondre confortablement assis, lisant une histoire sur un écran. C'est une question infiniment plus difficile quand c'est votre vie, votre honneur, votre avenir qui sont en jeu. Farnelia a fait son choix. Il a choisi de survivre, de continuer à voler, de contribuer à la science de l'aviation indépendamment des frontières nationales. Certains l'ont appelé un traître, d'autres l'ont appelé un pragmatiste. D'autres encore l'ont appelé un homme de conscience. Peut-être qu'il était tout cela à la fois. Peut-être que c'est ce que nous sommes tous, des êtres humains complexes, essayant de naviguer dans des situations impossibles, faisant des choix que nous espérons pouvoir justifier, sinon devant l'histoire, au moins devant nous-mêmes. L'histoire de Hans Farnelia ne nous donne pas de réponse facile. Elle ne nous dit pas ce qui est bien ou mal, loyal ou traître, honorable ou déshonorable. Elle nous présente simplement les faits et nous demande de juger. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes. Que le jugement moral n'est jamais aussi simple que nous le voudrions. Que le contexte compte. Que les motivations comptent. Que l'intégrité peut exister même dans la trahison. Et que la trahison peut exister même dans la loyauté. Farnelia a vécu 83 ans. Il est mort en 1997. Respecté des deux côtés de l'Atlantique. Un homme qui avait vu le pire de l'humanité, mais qui avait choisi de contribuer à son meilleur. Son histoire, enterrée pendant 33 ans dans les archives classifiées, est maintenant partie de l'histoire publique. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a des individus qui choisissent le professionnalisme plutôt que le patriotisme aveugle, la vérité plutôt que l'idéologie, l'humanité plutôt que la haine. Et dans un monde qui semble parfois se diriger vers de nouveaux conflits, de nouvelles divisions, de nouvelles haines, c'est une leçon que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. L'histoire est pleine de surprises. Et les leçons les plus importantes viennent souvent des histoires que nous pensions connaître mais que nous ne connaissions pas complètement. Hans Farnelia était l'un de ces hommes que l'histoire a presque oubliés, puis a redécouvert. Son histoire était trop complexe, trop nuancée, trop dérangeante pour les récits simples de la guerre et de la paix. Mais c'est précisément pourquoi son histoire compte. Parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque guerre, il y a des êtres humains. Derrière chaque conflit, il y a des individus qui font des choix impossibles. Et parfois, très rarement, ces choix créent des ponts, là où nous voyons seulement des abîmes. Farnelia a construit un de ces ponts. Un pilote à la fois. Un vol à la fois. Une évaluation honnête à la fois. Et dans ce processus, il nous a laissé un héritage qui transcende l'aviation, qui transcende la Seconde Guerre mondiale, qui transcende même son propre temps. Il nous a laissé l'exemple d'un homme qui a choisi l'intégrité professionnelle plutôt que la loyauté politique. Un homme qui a compris que la science et l'expertise n'appartiennent à aucune nation.
Un homme qui a prouvé que même les ennemis les plus acharnés peuvent trouver un terrain d'entente s'ils sont prêts à chercher. C'est l'histoire de Hans Farnelia, un pilote allemand qui a volé pour l'Amérique, un traître qui était peut-être le plus honnête de tous, un homme qui a refusé de laisser la guerre définir qui il était ou ce qu'il pouvait devenir. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions finalement sa leçon la plus profonde, que l'humanité transcende toujours les frontières que nous traçons pour nous diviser.